Bonjour à tous et à toutes. Libre est une épave. Vous avez vu la photo. Beaucoup d'entre vous ont suivi l'information via la page Facebook Voler libre autour du monde. Je voulais revenir pour répondre un petit peu aux questions qui se sont posées, les conditions du naufrage, les conclusions qu'on peut peut-être en tenir et voilà, avoir un retour sur l'événement. Alors, premièrement, je veux dire que j'étais pas à bord, donc ce que je vais dire n'est que spéculation. J'ai discuté avec les deux propriétaires, donc on a fait pas mal d'échanges. Donc ce ne sera jamais que la répétition de ce qu'ils m'ont répété. Hein, on sait très bien que l'information se perd, hein, c'est le principe du téléphone arabe, à partir du troisième relais, on a perdu 30% de l'information. Donc à prendre avec des pincettes. Et on n'est pas là pour incrémenter qui que ce soit ou pour pointer du doigt. Encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour que les gens sachent un petit peu ce qui s'est passé. Et de deux, dire voilà, dans telle et telle condition, ce que j'aurais fait et comment je l'aurais fait. Mais c'est toujours, vous savez, quand on n'est pas à bord, c'est toujours très facile de dire les choses. Bon, déjà, il faut savoir que voilà, les deux propriétaires ont embauché un skipper professionnel pour ramener le bateau de Carthagène. Aux dernières informations que j'ai, c'était en direction des ABC sur un premier voyage, donc Aruba, Curaçao, Bonaire. Il s'avère que c'est un départ à 6 h du matin. D'après les informations que j'ai, c'est vent de face ou très très serré. On m'indique des notions de vent qui sont extrêmement puissantes pour faire ça, mais on va dire, on m'annonce aux alentours de 40 nœuds de vent, mais bon, on va dire qu'il y a au moins 30 nœuds. Donc départ 30 nœuds, mer de face au pré serré dans des creux de 3 mètres pour aller rejoindre une île qui est très loin. Déjà, prise de route en longeant la côte. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut souligner. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. J'ai toujours dit lorsque vous êtes pris par du gros temps, l'ennemi numéro un, c'est la côte. Donc il faut savoir que plus vous êtes au large, plus vous avez d'eau à courir et plus vous êtes en sécurité. Apparemment, aux alentours de je ne sais quelle heure, mais dans la nuit, ils sont sous trinquette et la trinquette pète. Alors, je ne sais pas si elle s'est déchirée ou si elle s'est arrachée du pied ou de la tête, ou si c'est voilà, j'ai pas l'information, puis je veux pas trop non plus embêter les propriétaires. Bref, ceci étant dit, arrachage de la trinquette en plein milieu de la nuit. Et là, prise de conscience que les conditions sont grosses, demi-tour et au moteur. Et d'après les informations que j'ai, c'est prise de mauvais cap et échouage. Ça tape, perte de la quille, le bateau prend l'eau par le fond et il y a évacuation des équipiers. Et vous avez le document, enfin l'information des Coast Guard colombiens qui dit voilà, qu'il y a eu un problème sur la mâture. Et donc apparemment ce serait ça l'information que j'ai. Donc déjà il faut savoir qu'il y a 2 voiles d'avant sur ce bateau, donc ce qui veut dire que si la trinquette a pété, le génois tient toujours le mât, donc il n'y a pas à perdre du mât. Et là donc apparemment le skipper aurait donc là c'est une procédure qui va au tribunal, donc je veux pas donner de nom ni quoi que ce soit, aurait pris un cap qui était mauvais et donc aurait été tapé la terre de nuit. Et après l'image qu'on a du bateau que vous avez, apparemment il se fait dépouiller pendant la nuit par les locaux. Effectivement, je pense que le traumatisme d'un tel échouage pour ce qui est de l'équipage doit être quelque chose. Tu as autre chose en tête, donc tu laisses les lieux et puis les locaux ils profitent de ça pour récupérer les choses. Donc
La région de Carthagène est connue pour avoir, à partir de Capo de la Vela, Barranquilla et la descente, là, des vents qui descendent et qui suivent la côte, qui sont généralement faux au niveau météorologique. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus pour expliquer que là, il y a souvent un effet d'accélération du relief. Il y a un goulet qui descend, hein, ça descend comme ça, et puis ça vient sur le bas de Panama. Et ça lève aussi une mer qui n'est pas géniale, dans le sens où, au niveau de Barranquilla, il y a une rivière qui descend de la montagne, qui charrie et de la merde et énormément d'eau douce. Donc vous avez vu des images sur des vidéos qu'on a fait quand on passait là. Vous avez cette espèce de mare qu'on traverse où l'eau change de couleur parce que on est dans l'eau saumâtre qui est le mélange des deux. Ça charrie à la fois de la merde et ça a une deuxième conséquence, c'est que ça crée un courant qui est à l'opposé de la remontée de la côte. Donc vous avez un courant qui descend plus du vent qui descend. Quand vous êtes dans le flux de la rivière, ils n'étaient pas là mais c'est pour expliquer, quand vous êtes dans le flux de la rivière qui sort, vous avez le vent comme ça, donc vous avez de l'eau qui pousse dans ce sens-là et du vent qui pousse dans ce sens-là, ça crée des vagues un peu erratiques qui sont hyper chiantes à naviguer. Il y a 2 ans, quand j'étais passé là avec Saul, j'avais déchiré la grand voile en prenant un riz. Parce que là, vous voyez, je prends pas souvent des riz en bateau, et j'avais pris 2 riz parce que j'avais pris une accélération en fin de journée, ça bombardait à 35 nœuds, et j'avais les vagues de 3 mètres qui venaient de côté et pas dans le sens du vent, donc il avait fallu réduire pour pouvoir faire face et que ça reste confortable. Donc là, ils sont plus bas que ça. Donc dans tous les cas, s'ils continuent le long de la côte, c'est des conditions qu'ils vont rencontrer. Ils sont déjà dans des conditions qui sont pas bonnes. Alors, c'est un skipper professionnel qui est aux commandes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les skippers pro, malheureusement pour la profession, sont pas très bien payés pour les deliveries qu'ils font. Donc là, il faut quand même être très honnête là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai pas pris l'option capitaine de 100, parce que je sais quels sont les salaires des gars, et que quand j'ai décidé de devenir capitaine sur les yachts, quand on sait les sacrifices que demande une vie en mer de capitaine, il y a beaucoup de plaisir, mais bon, t'es loin de ta famille, t'as pas la sécurité sociale, t'es tout le temps en vadrouille, tu passes tes nuits en mer, tu fais face à du mauvais temps, on te demande d'aller dans des endroits quelles que soient les conditions. C'est pas la voile plaisir, à part, voilà, si vous êtes sur le bateau, mon ancien collègue Bicheur, ça se passe bien, mais souvent, voilà, ces gens-là sont mandatés pour faire des deliveries et on leur demande d'y aller en plus assez rapidement. Donc ils sont pas extrêmement bien. Je suis pas en train de dédouaner le capitaine, je suis juste en train de mettre en image ce qui se passe. Donc souvent, et encore une fois, ce que je vais dire là est soumis à réserve, souvent les capitaines pro, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à leur nécessité de vivre comme tout le monde, hein, puisque c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Que j'ai reçu plein de fois cette chaîne YouTube, on va quand même pas te payer pour vivre de ta passion. Heureusement que les gens sont payés pour vivre de leur passion, sinon ça veut dire que tous les profs sont pas des passionnés et font ça que pour le pognon, que tous les enseignants de sport sont pas des... Mais ce que je veux dire, donc ces gens-là c'est des passionnés, mais il faut quand même qu'ils arrivent à vivre. Et souvent, la durée des contrats ou le moment où ils ont des contrats, c'est souvent pour amener les bateaux donc des Antilles vers l'Europe en retour, ou de l'Europe vers les Antilles en aller. Voilà, c'est souvent ces choses-là. On demande de faire des traversées, donc c'est une période qui est courte, hein, puisque là, les transats, elles se font, ils amènent des bateaux pour les compagnies de chasse, des choses comme ça. Donc ce sont des périodes qui sont courtes. Donc étalonnés sur l'ensemble de l'année, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et quand c'est l'occasion de gagner de l'argent, ils enchaînent les contrats assez rapidement pour pouvoir sur une période courte, faire leur salaire de l'année. Et ça se traduit par quelques individus qui ne respectent pas forcément ni le matériel ni la météo. C'est-à-dire que ils vont passer de A à B au moteur alors qu'il y a pétole devant et que c'est pas le jour de faire ça, et mettre je sais pas moi 250 heures ou 300 heures ou 400 heures ou 500 heures à un moteur en partant avec des jerrycans de gasoil parce que ben voilà, là il y a un créneau qui est calme, ils veulent pas attendre 3 semaines que le vent arrive, surtout que dans 2 semaines et demie ils ont un autre delivery à tel endroit. Donc ça c'est une première des choses. Et le deuxième cas, c'est que des fois voilà, ils s'engagent à partir contre vent, contre courant, au moteur ou dans des conditions hyper tendues pour amener un bateau finalement qu'ils connaissent pas parfaitement.
Et ça aboutit à ce que ben, les fichiers météo, des fois, c'est pas ce qui est annoncé. Voilà, le vent monte. Je pense que là, les conditions, dans tous les cas, c'était pas des conditions dans lesquelles moi je serais parti. Hein, je fais pas ça. Et là, il s'arrive, voilà, ça pète. Et voilà, et la voile, tout va bien jusqu'au moment où tout va mal. Et quand tout va mal, ça peut aller très mal. Et là, au moment où ça pète, il faut avoir énormément d'ego pour se dire, moi, j'aurais bien réagi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On ne sait pas, on n'était pas à bord, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pareil, il a pris la voile dans la gueule, ou machin, ou il n'était pas bien, malade, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que, voilà, ça a enchaîné l'ensemble de décisions qui ont été prises, ça a abouti à un naufrage. Les propriétaires avaient récupéré l'assurance bateau au tiers que j'avais, donc le, le désenfouillage et le remorquage de l'épave a été pris par l'assurance. Et là, aujourd'hui, apparemment, le skipper aurait reconnu la faute professionnelle et il a une RC Pro, donc ça part au tribunal. Il faut savoir que quand vous êtes dans des cas comme ça, le tribunal va sûrement prendre la cotation à l'Argus du bateau. Ce qui est dans le cas présent complètement fou, puisque là vous avez un bateau qui a été hyper bien entretenu, tous les winches sont électriques, il a des batteries au lithium-ion, il a des contrôleurs MPTT Victron, etc., des panneaux solaires, il a un générateur à l'avant, il a un dessal, l'intérieur était nickel comme vous savez, on avait fait, donc il est en Kevlar, on avait, donc celui-là avait plus fine sulette, on avait l'anti-fouling était récent, il avait 1 an, il y avait 2 mouillages, enfin il y avait tout un tas de matériel à bord, des personnels AIS, des jumelles, compas, sextants, enfin tout ce que vous voulez, vous me connaissez, je suis quand même quelqu'un qui est équipé. Et donc ça se trouve, l'assurance va... Donc, les jeunes vont payer, donc c'est deux jeunes de 30 ans, vont payer l'erreur d'un skipper pro, parce que pareil, l'assurance voilà, va les rembourser avec le dos de la main en disant, mais voilà, ce bateau, il est compté à l'Argus 50 000 euros, vous l'avez payé, je dirais pas le prix tant, mais plus cher que ça forcément. Puisque vous ne trouvez pas un Sunkist 40 750 000 euros aujourd'hui dans le marché du bateau, hein, ça n'existe pas. Donc c'est eux qui vont perdre, s'ils sont dédouanés, ce que je leur souhaite, hein, c'est eux qui vont payer de leur poche l'erreur d'un tiers. Donc ça c'est pour revenir sur l'ensemble de l'histoire. Beaucoup de monde revient vers moi pour me dire ah Steph, j'ai besoin d'amener mon bateau de là à là, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait le faire, etc. Je pense au propriétaire de Lotus hein, qui a son 50 pieds aux Antilles qui veut ramener. Je lui avais donné contact avec un ami à moi. Et voilà, si vous devez faire amener votre bateau par quelqu'un quelque part, ce serait la morale de cette histoire. Donc là, le skipper professionnel en question, il a 30 ans. Il vaut mieux mettre 1500 balles de plus que le mec qui va vous donner un tarif bas, mais avoir un gars qui va respecter votre bateau, qui a du bagage et qui a de l'expérience et qui va l'amener de l'autre côté. Je ne sais pas combien ils ont payé le skipper, donc je ne rentre pas dans ce genre de détails, mais ce que je veux dire, c'est que la qualité se paye. Et là, vous voyez, là où on arrive, c'est un désastre qui va durer 1 an de procédure, plus la traumatologie d'avoir vécu un naufrage, hein, parce que je pense que quand vous avez votre bateau qui arrive sur la côte et que vous entendez les rouleaux, que c'est trop tard, que on prend 3 jours de vent énorme, là, le mouillage ça tape, c'est là. Et que ça déquille, que vous vous rendez compte que c'est fini, vous allez tout perdre, ça fait naufrage. Là, c'est l'instant de survie qui prend le dessus. Hein. Tu te dis pas, tiens, je vais récupérer sinon. Tu t'évacues, tu essaies de sauver le cul comme tu peux. Et le lendemain, tu reviens, ton bateau, il n'y a plus rien. Il a été dépouillé complètement. En plus, ce qu'il a dû être fracassé par les vagues, perdre le mât, etc., etc. Et que tu te dis, voilà, je viens de perdre 8 à 10 ans d'économie parce que j'ai pris peut-être, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais un skipper qui n'était pas assez expérimenté et parce que j'avais peut-être pas les moyens de le faire et que j'ai tiré sur la ficelle, c'est l'erreur à faire.
Donc, et moi, j'ai des gens qui viennent vers moi hein, pour me demander, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé d'amener le même bateau que moi de Nouvelle-Calédonie à ici. Et les mecs, j'ai même pas annoncé de tarif. Et les mecs se disent, ouais, je vais payer Steph 1500 balles et puis il va me faire le truc, quoi. Et c'est là où, bon, déjà, je fais pas de delivery parce que ça m'intéresse pas d'aller contre-vent, contre-courant. Hein, moi, ça m'intéresse pas. Et alors, à part les quelques personnes que j'ai en amis qui me demanderaient demain d'amener leur bateau avec qui j'irai volontiers, si je dois me lancer dans cette espèce de délivrer pour quelqu'un, il est futile de croire que parce que voilà, à un moment donné, on engage. Alors moi déjà, j'ai pas de RC Pro, hein, donc déjà, il faut savoir que c'est réglé, et que quand vous mettez quelqu'un aux commandes de votre bateau pour l'amener quelque part, le mieux, c'est d'être sûr qu'il va le faire et qu'il va le faire bien, et que donc essayez de vous orienter vers des gens, si vous avez à le faire, sur qui vous allez discuter avec les anciens. Demandez. Vous savez, dans le yachtisme de luxe, moi, je ne peux pas trouver un travail sans fournir au minimum mes 3 dernières lettres de référence de mes 3 derniers propriétaires. Voilà, c'est pas dur. Là, demain, je veux trouver un boulot, il faut que je donne la lettre de référence que m'a fait Bicher, que la lettre de référence que m'a fait Yannick Noah et la lettre de référence que m'a fait le propriétaire d'avant. C'est comme ça. Le mec va pas prendre un capitaine qui paye rubis sur ongle pour entretenir un yacht qui fait 2 ou 3 millions d'euros, un gars dont il connaît pas les antécédents. Et là, c'est pareil. Si vous prenez un gars pour aller faire un delivery avec un bateau, c'est pas dur. C'était quoi le dernier bateau de où à où, avec qui? Ok, donne-moi les contacts du propriétaire, je vais l'appeler. Et là, vous appelez le propriétaire, alors, s'il a fait que des compagnies de charter pour amener et que ça c'est fini au moteur, bon, voilà. Et là, vous demandez, voilà, il a amené les bateaux propriétaires, vous appelez les propriétaires, vous dites, voilà, comment ça s'est passé, quel est ton retour, est-ce qu'il y a eu de la casse, est-ce qu'il a fait ça en suivant la météo, est-ce qu'il y a été au moteur, machin, est-ce que tu lui as mis la pression, combien tu l'as payé, etc., etc., etc. Posez les bonnes questions pour savoir avec qui vous avez affaire. 8 fois sur 10, vous allez tomber sur quelqu'un, ou 9 fois sur 10, qui est de bonne foi, qui a des bonnes références et qui va faire super bien le boulot. C'est comme dans la vie, hein, il y a des bons mécanos, il y a des mauvais mécanos, il y a des bons électriciens, des bons informaticiens, des mauvais informaticiens. On est dans un monde qui est pluraliste, où on rencontre de tout. Faites le nécessaire et faites-le. C'est pas parce que le mec il a le tampon sur le papier que voilà. Non, ça marche pas comme ça. Le tampon sur le papier, c'est juste voilà, qu'il a suivi la formation et qu'il a ce minimum de compétences là. Ce qui fait de quelqu'un qui est un bon marin, c'est le temps qu'il a passé en mer. Et non pas à faire du moteur, les conditions qu'il a rencontrées, le nombre d'unités sur lesquelles il a navigué, tout ça, ça lui donne un panel et surtout ses capacités à faire face aux incidents. Voilà. Là, encore une fois, je ne sais pas ce qui serait passé si le moteur était là, tu appuies sur le bouton et le moteur ne démarre pas. Vous voyez, ça peut être très vite un enchaînement de conneries. Donc voilà. Donc voilà mon retour sur les événements. Donc j'incrimine personne. Il s'est fait ce qui a été fait. Le résultat, il est là, on ne reviendra pas dessus. Mais pour ceux qui veulent faire amener leur bateau par un skipper professionnel, voilà, n'hésitez pas à vérifier les références de cette personne. Ne soyez pas petit au niveau de la proposition financière que vous lui faites. Payez-le pour le travail qu'il fait. Rappelez-vous, votre unité, elle vaut 50, 60, 100, 200 000, 400 000, 500 000 euros si vous avez un kata aujourd'hui qui fait 50 pieds. Donc, on ne paye pas, vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, voilà, là, c'est une malchance des deux côtés, c'est-à-dire que la profession n'est pas bien payée pour ce qu'elle doit faire, donc ils enchaînent, et des fois, ça les amène à faire des choses qui ne sont pas trop dans les règles. Là, je pense que ça va passer, quand ça va passer au tribunal, qui vont voir les conditions météo dans lesquelles il s'est mis, bon, ça va être, il a reconnu la faute en plus, et qu'en plus, il a pris un cap droit sur la terre, je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais voilà, ça va être géré, mais... Ceci étant dit, ça ne va pas rembourser aux propriétaires, même s'ils récupèrent l'argent du bateau, ça ne va pas rembourser le traumatisme qu'ils ont vécu et la chose. Plus tout ce qu'ils ont perdu, hein, parce que ils y ont laissé leur informatique, leur sac, leur fringue, enfin tu perds tout dans un truc comme ça. Donc c'est assez compliqué. Voilà, c'était mon retour sur l'événement. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez des bateaux à faire amener, à prendre des bonnes décisions.
Je ne voulais heurter, là je mets vraiment ça en avant, personne cette vidéo, ne faire un jugement de la part du choix des propriétaires ou de la choix des skippers. Voilà, on fait une analyse générale de ce qu'il y a. Encore une fois, j'étais pas à bord, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et si j'avais été, je ne sais pas si j'aurais pris les bonnes décisions. J'aurais pris celles qui pour moi sont les meilleures. Mais voilà. Merci à tous et à toutes. C'est le corps lourd hein, que je fais cette vidéo parce que voilà, libre. Il y avait pas mal de gens qui m'avaient aidé au Cap d'Agde, on avait fait le boulot, le bateau était bien, il était bien entretenu, en bon état. Donc c'est toujours dur de perdre une unité. Voilà, c'est comme ça fait partie des événements. Vous avez vu qu'on a merdé avec celui-là, on a eu un problème dans la passe de Ranguirois. Tout ça pour 2 colliers sur un exhaust, donc sur une sortie d'échappement. Les 2 colliers ont dû me coûter 5 balles. Voilà. Donc des fois ça peut aller vite. Bon, ça a fini au seau et machin, on a mouillé. Une fois qu'on a mouillé, l'eau forcément, j'ai coupé le moteur, l'eau a arrêté de rentrer. Puis quand on était dans les fonds, on cherchait, on s'est rendu compte que c'était humide et que c'était de l'eau grasse avec des échappements. Donc j'ai dit putain ça c'est de l'eau d'échappement. Et là on s'est rendu compte que le tuyau de sortie était rentré dans une gaine. Il y avait des colliers autour, mais en fait quand tu tirais dessus, il se démanchait. Donc voilà, il avait l'air nickel, mais il n'était pas nickel. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Et restez libres, c'est le cas de le dire, et n'ayez pas peur de vivre. Allez, ciao, ciao. Yeah.